La méthode initiale donc, est la même que pour les humains, prélèvement de cheveux, production de cellules, etc. Après, on effectue donc, les changements de gènes sur les cellules haploïdes qu'on a obtenues. On fait une fécondation in vitro entre ces différents cellules modifiées, et puis on implante les embryons chez d'autres animaux, chez des femelles, donc pour obtenir des animaux modifiés, et on réeffectue les mêmes opérations à chaque génération avec des croisements entre les différents animaux qui ont exprimé le mieux les caractéristiques que l'on souhaite, de manière comme ça à obtenir au final des bonnes choses. Après ça, on a juste, ici j'ai donné juste un exemple qui porte sur des modifications du gène du cortex et gène pour le langage. Donc en fait, ça nous donnerait des animaux qui ont la même apparence que les animaux ordinaires, juste capables peut-être de parler un petit peu. Mais si on essaye de faire des modifications plus complexes, qui tiennent sur la forme du crâne, la forme du pelvis, etc., on pourra peut-être, dans 100 ans, ça sera quand même beaucoup plus complexe, obtenir un anthropomorphe d'origine animale qui sera beaucoup plus humanoïde. Il aura quand même quelques caractéristiques. Un, comme le trou occipital, donc, là où est connectée la moelle épinière, est beaucoup plus situé en arrière chez un animal que chez un homme. En fait, le cou sera beaucoup plus, la tête sera beaucoup plus projetée en avant. Ici, donc le thorax, en tout cas pour les canidés, est étroit et profond, donc la forme opposée à celle des humains. Pas de véritable pouce a priori, puisqu'en fait ils n'en disposent pas et il sera difficile d'arriver à leur faire pousser un pouce comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas des capacités flexiploreques, et qu'ils ont quand même 4 doigts qui peuvent arriver à opposer. Et puis en fait, ils auront aussi probablement une station digitigrade sur les pointes de pied, qui n'est pas très stable en bipède, donc qui peut gêner un petit peu. Après, les implications éthiques, là, sont quand même assez importantes. D'abord, les animaux améliorés vont être normaux, sauf lorsqu'ils parlent. Donc la plupart des humains qui vont les croiser pour la première fois vont être un peu surpris. Peut-être avoir des réactions de pudeur envers un animal qui leur paraît justement bizarre. En tout cas, ils ne vont pas le caresser, le toucher comme ça, parce qu'ils vont penser que c'est un peu un humain dans un humain qui est piégé dans un corps animal. Le lien affectif, dans le cas d'animaux de compagnie, le lien affectif pourrait être beaucoup plus fort. Donc il ferait vraiment partie de la famille. Ce qui peut d'ailleurs poser des problèmes dans le cas d'animaux qui auraient été adoptés alors que les enfants de la famille humaine seraient assez jeunes. C'est parce qu'on n'a pas touché aux gènes de vieillissement ou quoi que ce soit. Donc l'espérance de vie des chiens améliorés serait la même. Et là, perdre un chien qui est considéré comme son frère à l'âge de 15 ans, ça risque d'être très délicat au niveau psychologique. Est-ce que l'émergence de ce genre de population risque pas d'avoir un impact néfaste sur la démographie humaine? Parce qu'on voit qu'au Japon, il y a un transfert progressif, justement, un désir de moins en moins aigu de se reproduire, un attrait de moins en moins grand pour la sexualité humaine et d'autre part un attrait de plus en plus fort pour les animaux de compagnie. C'est possible. C'est plutôt positif. C'est pas faux, ouais. C'est pas possible génétiquement d'allonger la durée de vie des animaux? Il y a déjà des pistes, mais en fait je n'ai pas regardé de mon côté, donc pour l'instant je me suis contenté de juste ce qu'il faut pour les humaniser. Après, si on veut faire les choses plus complexes, ce sera chaque chose en son temps, parce que sinon ça devient... Si on essaye tout en même temps, on va sûrement pas y arriver. Donc autant. C'est quoi, les 50-50 ou c'est 50-50? En fait, c'est simplement que si on a un ensemble assez grand d'animaux humanisés, ils vont probablement peut-être générer une culture, au sens large du terme, qui leur sera propre, avec leur propre vision du monde. Mais en fait, ce que je disais, c'est que ça pouvait engendrer l'inquiétude chez les humains d'un remplacement des humains par des animaux, façon comme dans le roman Demain les chiens. Mais en fait c'est assez peu crédible dans le sens où d'abord ils n'ont pas de capacité de préhension telle quelle, ça reste des chiens en fait ordinaires, donc ils ne peuvent pas manier une arme quoi. Je veux dire, ils pourraient se faire avoir par n'importe quelle unité militaire humaine. Il est possible d'avoir une propagation des caractéristiques humanisantes, donc des chiens qui seraient P+, c'est-à-dire d'un couple mixte chien P+, chien P-, que si les gènes humains sont dominants, et ça c'est probablement assez rare.
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de propagation de l'humanité des animaux en dehors du groupe initial qui aura été conçu en laboratoire. Ils ne peuvent pas essaimer tel quel. Et puis donc la règle des 50-500, c'est une règle en fait qui veut qu'il faut au minimum 50 individus pour une survie génétique à court terme et 500 individus à long terme. Donc on a un groupe uni pour pouvoir donc avoir une survie du groupe sans étiolement. Et comme justement ce sont des créatures qui ont été conçues en laboratoire, qui sont gardées dans des petits groupes en chenilles ou alors un par un chez leur maître, il est probable en fait qu'ils ne pourraient pas justement se maintenir correctement au niveau reproductif par eux-mêmes. Et tu vois pas des problèmes de comportement du fait qu'avec un cerveau plus évolué, ils auraient besoin d'un temps d'apprentissage beaucoup plus long et qu'on risque de se retrouver avec un être ayant le corps d'un animal adulte, les pulsions d'un chien de 1 an par exemple, mais la maturité intellectuelle d'un bébé d'1 an aussi. Donc un être complètement immature qui fait n'importe quoi. Après, en fait, je pense plutôt que la maturation neuronale se rapproche en fait, en termes de durée, proche de celle proche plutôt de celle des chiens ordinaires, puisqu'on n'a pas vraiment modifié les autres gènes qui régulent le développement et la maturation du cerveau chez les canidés. Donc a priori... Je parlais du cas où tu fais la complexification du cortex. Oui, justement, je veux dire, on va complexifier le cortex, mais a priori, le reste du développement embryonnaire et normal va être probablement à peu près à la même vitesse. Ce qui veut dire plutôt qu'on aurait des périodes d'apprentissage assez réduites pour leur donner leur apprendre quelque chose serait à peu près les mêmes périodes que chez des chiens ordinaires. Ce qui ne serait pas toujours évident parce qu'on pourrait leur apprendre potentiellement plus de choses, mais ils apprennent assez vite. Donc ça peut gêner. Après, il y a toujours le problème que, contrairement aux anthropomorphes humains, où là, en fait, on a des humains qui deviennent anthropomorphes et qui restent humains, qui peuvent rester à peu près humains juridiquement, les animaux humanisés, eux, n'ont pas probablement directement les mêmes droits que les humains, donc on a un problème de relation entre donc, pas forcément partenaires ou esclaves. C'est là le souci. Est-ce que, justement, les caractéristiques de l'esclave peuvent s'appliquer à des animaux non anthro, et ensuite, est-ce qu'un anthropomorphe qui a été créé dans un but donné peut être libre quand même, après qu'il ait rempli son but? C'est aussi la même problématique que pour le cas classique des super soldats, qui sont créés pour combattre, mais qu'est-ce qu'on fait d'eux une fois qu'ils n'ont plus à combattre? Donc c'est Donc là, pour terminer rapidement, donc comme perspective, donc à court terme, bientôt au Japon, c'est que il est possible que une anthropomorphisation à partir d'un humain soit basée sur les alternatives biomécaniques, donc juste des oreilles et une queue biomécanique pour fabriquer une catgirl, est relativement simple. Ça pourrait être pratiquement fait maintenant, parce qu'on a déjà les techniques nécessaires. Ça n'a pas d'impact sur le visage ou autre, donc ça reste limité. Et je suis quasiment sûr qu'il y aurait des jeunes japonaises qui seraient capables de sauter le pas pour passer de leur déguisement à la réalité. Après, on peut aussi, dès maintenant, démarrer un programme d'élevage d'animaux humanisés si on commence déjà par une première thérapie génique qui concerne uniquement le cortex. Donc obtenir des chiens qui seraient potentiellement plus intelligents et ensuite on essaierait d'obtenir qu'ils puissent parler. Donc là c'est Heim, pour ceux qui connaissent Cowboy Bebop. Même genre. Après, à moyen terme, il faudra probablement 15 à 30 ans de travail continu pour arriver à perfectionner ces techniques. Donc, ça veut dire aussi qu'on doit avoir le soutien nécessaire. Donc là, on pourrait avoir production d'anthropomorphes humains ou d'anthropomorphes animaux. Et puis après, pour les modifications plus complexes, donc ça, à long terme, on verra à ce moment-là, parce que là, ça devient quand même autre chose. Et rajouter des membres supplémentaires, c'est pas ce qui est plus simple. Donc en conclusion, juste rapidement, les bases nécessaires pour le processus d'anthropomorphisation existent, mais elles ne sont pas encore vraiment au point. Donc il va falloir beaucoup de recherche et développement pour qu'elles soient vraiment opérationnelles. Transformation humain-anthro sera probablement marginale tant qu'on ne pourra pas justement choisir vraiment son apparence finale ou les capacités non humaines nécessaires.
Et puis après, les méta-animaux pourraient être plus facilement acceptés parce qu'ils ils changent moins d'apparence ou quoi que ce soit, ils sont juste un peu plus intelligents. Mais a priori, les humains auront tendance à faire gaffe parce qu'ils ne développent pas une culture parallèle que seuls pourraient comprendre parce que, comme d'habitude, on n'a pas envie de se faire doubler. Voilà. Donc si vous souhaitez donc, un peu de bibliographie donc, sur les différents aspects que j'ai abordés, je vous remercie. Déjà un peu pour votre attention.